tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. J'ai même pas besoin de vous la présenter, vous la connaissez certainement tous. Je suis en compagnie donc de Mila Smith. Salut à toi, merci d'avoir accepté mon invitation. Et normalement, la question de base, c'est est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, mais est-ce que tu peux quand même te présenter assez rapidement pour ceux qui vivraient sur une autre planète? Ok, bah, déjà merci de m'inviter sur ton plateau pour cette interview. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je m'appelle Mila, j'ai 24 ans, je suis catcheuse française et bah, je voyage un peu dans le monde entier pour représenter la France. Ok. Alors, tu te doutes bien qu'avec ton énorme palmarès, on va parler de beaucoup de choses, mais le but, bien entendu, de l'interview, c'est également donc d'apprendre à te découvrir. Donc, justement, comment as-tu découvert, toi, le catch pour la toute première fois? Comment le catch est arrivé chez Mila? Bah, moi, en fait, j'ai commencé à regarder le catch à 9 ans à la télé. Je regardais, ben, à l'époque, il y avait que la WWE, donc j'ai découvert le catch avec la WWE. Et voilà, ça arrivait comme ça. Et bah, en fait, en voyant les filles sur le ring, ça a fait comme un déclic. En fait, j'ai su que c'était ce que je voulais faire. Ok. Et c'était quoi, enfin, qu'est-ce que tu t'es dit exactement comme élément déclencheur qui t'a permis de passer en tant que simple fan de catch à catcheuse aujourd'hui? Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête pour passer ce cap? Bah, en fait, je me suis dit, je sais pas, en fait, je les ai vues sur le ring et je me suis dit, ben, elles sont super belles, elles font des trucs de ouf et tout. Moi, je veux devenir, c'est le genre de femme que je veux devenir. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'était décidé dans ma tête, quoi. C'est ce genre de femme-là que je veux devenir. Ok. On sait que tu as fait un passage, bien entendu, du côté donc de NXT UK. On en reparlera juste après. Mais justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la réaction de ta famille quand tu leur as annoncé que tu voulais devenir catcheuse? Est-ce qu'ils t'ont suivi? J'ai cru comprendre que tu faisais de la lutte aussi également. Ta maman elle faisait également de la lutte. C'est ce que j'ai pu voir, enfin, des petites recherches. Tu peux nous en parler un peu de comment ça s'est passé, cette annonce à ta famille? Alors, je viens d'une famille de lutteurs, c'est vrai. Ma maman ne fait pas de lutte. C'est surtout les hommes dans ma famille qui pratiquent la lutte depuis des générations. Donc j'ai commencé effectivement par la lutte à 12 ans et déjà ça c'était compliqué au début pour ma maman parce que c'est un sport assez dit masculin et tout ça. Donc elle avait du mal à s'y faire au début, puis après ça s'est fait, hein, c'est comme tout. Et et puis quelques années plus tard, donc je suis rentrée en pôle, voilà, j'ai eu un palmarès dans la lutte et tout. Et puis quand j'ai fait la transition vers le catch, on va dire, et que je l'ai annoncé, c'était un peu brutal, je pense. C'était, tu sais, en France, tout ce qui sort du lot, on ne le considère pas vraiment comme un travail. C'est difficile dans le catch de se faire entendre et de faire comprendre aux gens, on va dire, que le catch est un métier, encore en France. Donc ouais, c'était assez difficile au début pour eux, de se dire que c'était ça que je voulais faire dans ma vie et que c'était comme ça que je voulais gagner ma vie et voilà, c'était le métier que j'avais choisi. Bon, j'ai quand même fait mes études à côté et tout, quoi, mais parce que c'est important. Mais ouais, au début, c'était compliqué. Après, maintenant, voilà, ça fait quelques années, donc qui s'y sont faits et puis ils me suivent maintenant. Mais ouais, c'était pas simple. Ok. Justement, comme je disais pendant l'introduction, tu as fait un passage, bien entendu, à NXT UK et dans d'autres pays. Est-ce que tu peux nous parler de la première fois que tu arrives du côté de NXT UK? Comment ça se passe pour toi? Comment on t'a contacté exactement? Tu peux nous en dire un peu plus? Bah alors déjà, en 2018, j'avais fait mon premier tryout avec la WWE. Donc après, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais très green. Donc green, ça veut dire très, enfin, nouvelle. J'avais peu d'expérience. Je crois que j'avais 10 matchs à tout casser. Euh, ils m'avaient surtout contacté parce qu'ils étaient intéressés par mon background, donc la lutte. Et après, voilà, ça s'était bien passé. J'avais fait bonne impression, même si je revenais d'une blessure, donc c'était compliqué. Mais ouais, j'avais fait bonne impression et du coup, ils étaient restés en contact avec moi. Et ils m'avaient dit que voilà, de renvoyer des emails, de rester en contact, de me faire de l'expérience sur LinkedIn.
et et qui me redonnerait une opportunité voilà plus tard. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis restée en contact avec eux. Et puis après, ben voilà, ça s'est fait comme ça. Ils m'ont envoyé un email et ils m'ont rappelé pour NXT UK. Tu t'y attendais, toi, quand ils te disent, ouais, on va te recontacter, parce que je suis sûr, ils l'ont dit peut-être tellement à beaucoup de personnes qu'au final, ils les ont jamais recontactés. Toi, personnellement, tu t'attendais vraiment à ce qu'ils te recontactent ou pas du tout? Après, tu sais, dans le catch, c'est vraiment un monde imprévisible. Tu vois, tout peut arriver en un rien de temps. Et puis, il y a d'autres choses qui peuvent prendre des années. On sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Donc, c'est difficile de se dire, ouais, je sais, ça va arriver. Ça va se passer comme ci, comme ça. On est un peu, on peut juste contrôler son travail et voilà certains paramètres, mais après en général tout ce qui se passe à côté, les contrats, les machins, un truc, c'est pas nous qui contrôlons tout ça. Donc dans un sens, je pense qu'il y a une partie de moi qui était convaincue qu'ils allaient me recontacter et ça prenait quand même du temps en fait. Ça a pris on va dire 2 ans de 3 ans avant qu'ils me recontactent. Donc après, on s'est changé par email et tout, donc j'avais toujours des contacts un peu avec eux, mais ouais, pour qu'ils me rappellent, ça a pris 3 ans parce que c'était fin 2018 le tryout et j'étais contactée en mai pour NXT UK en 2021, je crois. Oui, 2021. C'était juste après la pandémie. Donc ouais, c'est toujours toujours un peu dans le flou en fait. Tu donnes des nouvelles, tu regardes et puis t'attends qu'on te rappelle. Et mais oui, je pensais bien qu'ils allaient me rappeler. Après, c'était sûr, c'était pas c'est un super moment, tu vois, genre quand j'étais à fond à voyager tous les week-ends, à catcher tous les week-ends et tout, j'avais pas forcément de nouvelles et là ils m'ont rappelé genre paf juste après la pandémie. Savoir qu'NXT UK c'était mon premier match après 1 an et demi sans catch, donc c'était compliqué. Mais bon après voilà, c'était une très belle expérience et ouais, on sait jamais à quoi s'attendre. Ça t'a fait bizarre justement d'arriver là-bas pour la première fois parce que bah, comme tu expliquais tout à l'heure que tu suivais que la WWE à la télé quand tu étais jeune, voir des logos WWE en face de toi, ça t'a fait bizarre. T'as réagi comment la première fois que tu es arrivé? T'arrivais à rester professionnel ou c'était compliqué? Non, mais après, rester professionnel, ça t'as pas le choix. De toute façon, c'est même pas une question. C'est forcément tu restes professionnel. Sinon, t'as pas ta place en fait. Euh, mais euh, mais après, oui, c'est sûr, ça fait quelque chose, tu vois, quand tu regardes ça à la télé quand t'es petit et tout, et que tu le regardes avec des étoiles dans les yeux, et que tu te retrouves face au logo et que tu te retrouves au Performance Center et tout, c'est sûr que ça fait quelque chose. Maintenant, après, ça fait, t'es là, tu regardes un peu partout pendant 5 minutes, et puis après, tu te ressaisis et tu t'y vas parce que de toute façon, t'es là pour bosser, tu vois. C'est tout. T'as croisé qui exactement quand tu étais là-bas? Il y avait Triple H, il y avait Triple H qui était là? Non, alors mon premier tryout, je crois qu'il avait il a eu c'était le moment où il s'était fait opérer du pec. D'accord. Et je crois qu'il était pareil, bah, à cause de la pandémie, en fait, ils étaient toujours aux États-Unis. Donc on était en contact avec Triple H et Shawn Michaels et tout pour les tapings et pour les PC Live, mais après ils étaient pas là en présentiel, quoi. Justement, pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de te voir, même si tu vas me dire qu'il y a également YouTube aujourd'hui, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton personnage? Comment est ton personnage? Et si tu dois changer quelque chose dans ce personnage-là, que ce soit positivement ou négativement, qu'est-ce que tu dois changer selon toi et pourquoi? Alors, avant j'étais en mode c'était plus la French elegance avec j'avais une tenue de pièces et j'étais plus en mode le message, c'était plus rester féminine et pouvoir être sur le ring en même temps et se battre comme un homme. C'était un peu ne jugez pas un livre par sa couverture. Après, c'était une demande de pas mal de promoteurs et puis de la WWE aussi.
Et moi-même, je me suis aperçue que c'était pas vraiment moi et c'était pas à 100% ce que je voulais faire. Et je me suis redirigée sur moi-même, reconcentrée sur moi-même et je suis une lutteuse, donc c'est ce que je fais. Je fais de la lutte et voilà, c'est ça mon personnage. C'est juste moi en fait. Et et bah après forcément je reste féminine et tout parce que je veux quand même donner une image aux jeunes filles. Je sais que moi avec mon parcours c'était justement difficile de faire mes premiers pas à la lutte surtout. Après dans le catch voilà on a encore l'image des divas et tout donc ça va. Mais dans les sports de combat en général, c'est difficile pour une petite fille de dire à ses parents qu'elle veut faire du sport de combat parce que on a l'image du garçon manqué et tout et alors que pas du tout. Et c'est un peu l'image que je veux continuer à donner, c'est de faire des sports de combat, te battre et tout et pourtant rester féminine parce que c'est ce qu'on fait dans le catch. On sait qu'en France, il y a très peu de catcheuses, malheureusement. Comment tu réagis, toi, quand tu vois qu'il y a très peu de catcheuses? Est-ce que c'est des choses qui t'embêtent? Est-ce que tu as envie, justement, de dire aux nanas qui nous regardent, allez-y, venez dans les catchs? Ouais, bien sûr, après tu sais c'est le même problème dans tous les sports de combat et puis dans le catch dans tous les pays hein, il y a que forcément aux États-Unis, il y en a plus parce que c'est plus grand aussi, tu vois, tu peux même pas comparer la France et les États-Unis. On est tout petit à côté. Rien que ce soit au niveau de la taille, tu vois. Et donc c'est pas comparable. Après, si tu regardes les pays comme l'Allemagne, il y a juste au UK où il y en a pas mal parce que voilà, c'est plus dans la culture aussi. Mais sinon, si tu regardes en Allemagne et dans les autres pays à côté, en Europe, on n'est pas beaucoup. Hein. Et après, c'est sûr, c'est dommage, tu vois. Et dans les sports de combat, c'est pareil. La lutte, on n'est pas beaucoup. C'est un problème récurrent et un peu partout. Et ouais, je pense que ça fait partie justement de l'image que les gens ont en général des sports de combat et des sports dits masculins. Donc oui, les filles, n'hésitez pas, venez. Je fais souvent des stages aussi en France, un peu partout. Donc n'hésitez pas. Là, Venez sur le ring. le prochain stage, là, c'est le 23 juillet, c'est ça? C'est avec l'Aya Catch que tu fais? Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc je fais beaucoup de stages avec Aya. J'aime beaucoup pour travailler avec eux. Ils sont très très professionnels, très bonne ambiance aussi, très ambiance familiale, très bienveillant. C'est pour ça que ben voilà, je prends mes dates et je mets les stages chez eux en priorité parce que voilà, c'est super. Et oui, bah le prochain stage c'est le 23 juillet. Exactement. Et en plus, C'est un avant-goût. ouais, voilà, c'est ça. Enfin, c'est ce que j'allais dire. Il y a une particularité dans ce stage, c'est qu'il est gratuit. Est-ce que c'est la première fois que tu fais des stages comme ça gratuits? Et justement, pourquoi avoir choisi un stage gratuit? Après, ça a été une discussion avec le promoteur et tout ça, mais c'est vrai, on s'est dit, ben voilà, une journée de stage pour ouvrir les portes du catch à ceux qui ont toujours rêvé de le faire et qui n'avaient pas forcément les moyens, et parce qu'on sait que c'est onéreux en général. Euh, voilà, il y a pas énormément de structures en France qui proposent régulièrement des stages non plus. On se dit bon c'est l'été, les gens sont plus disponibles. Donc voilà, c'est le moment ou jamais. N'hésitez pas, montez sur le ring et venez me rejoindre. Justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu si un jour tu as l'occasion d'avoir des enfants? On sait que c'est très compliqué quand on est catcheuse comme toi qui va un peu partout dans le monde. Mais est-ce que tu les autoriserais toi à faire des enfants, pardon, à faire du catch? Excuse-moi, ça sera mieux que comme ça. Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Donc oui, je les autoriserai à avoir des enfants plus tard. Hein. Et oui, bah franchement, je pense que j'élèverai mes enfants avec la philosophie de assurez-vous un avenir, c'est sûr, faites des études, mais après vivez vos rêves et réalisez-les, donnez-vous les moyens de réaliser vos rêves. En fait, peu importe ce que c'est, si c'est du catch, ce sera du catch, si c'est autre chose, ce sera autre chose. Mais ouais, allez-y, foncez. En fait, on n'a qu'une vie, donc faut tout donner.
Alors, je dis pas ça parce que tu es là en interview, mais il faut savoir qu'on m'a beaucoup parlé de toi parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont passés sur cette chaîne et qui m'ont parlé de toi au niveau donc des stages que tu as pu faire avec eux et ils sont tous restés impressionnés et ils t'apprécient beaucoup en tout cas. Et ce qu'ils ont remarqué malgré ton jeune âge, c'est que ça se voit que tu as un énorme parcours derrière toi. Est-ce que ce genre de choses, ça te fait plaisir? Bien sûr, c'est super. Déjà, c'est super sympa de leur part. Merci s'ils nous écoutent. Et ouais, c'est sûr, ça fait plaisir parce que bah, je travaille dur. J'ai eu beaucoup de sacrifices depuis beaucoup, maintenant pas mal d'années. Et ouais, c'est sûr, avoir des commentaires, que ce soit des fans, d'autres catcheurs, d'élèves, suite au stage ou autre, ça fait toujours plaisir. C'est pour ça qu'on fait ça, en fait. C'est pas trop compliqué pour toi, à ton jeune âge, 24 ans, on le rappelle, partir à l'étranger comme ça toute seule, c'est pas un peu compliqué? Après, je sais, hein, quand on a envie de réaliser son rêve, on y va jusqu'au bout, mais c'est pas compliqué, ça t'a pas fait peur au tout début? Peur, non, pas vraiment. Après, c'est sûr, c'est un rythme de vie assez particulier, surtout à tenir sur le long terme. Mais c'est beaucoup de sacrifices et pas beaucoup de temps à la maison, voir ton copain, ta copine ou autre. C'est pas beaucoup de temps dans ta famille, tu vois pas tes potes. Les week-ends, quand eux ils sortent, toi tu travailles. Euh, ouais, c'est un rythme de vie très très particulier et c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde comment dire, tout le monde ne reste pas sur le long terme parce que c'est vrai que c'est dur à vivre parfois et surtout pour l'entourage. Après, en ce qui concerne les voyages à l'étranger et partir loin, tu sais, moi, je suis partie de la maison, j'avais 15 ans pour rentrer au pôle de lutte. Donc, j'étais loin de ma famille, je rentrais pas souvent. Après, c'était toujours en France, donc c'est pas pareil, mais voilà, ça m'a donné déjà un avant-goût. Après, pareil, dans ma vie privée, j'ai pas mal bougé et autres, donc j'avais déjà un peu l'habitude d'être sur la route, si tu veux. Et après, en fait, dans le catch, ben, quand ça a commencé à bouger, je me suis dit, waouh, trop cool. En fait, j'étais plus excitée en mode, ouais, allez, faut y aller, ça va être trop bien, ça va être une super aventure, une super expérience et tout, plus que mince, ma maman me manque, quoi. Et on peut pas, c'est sûr, hein, ta famille, elle va te manquer, hein, tes proches vont te manquer, mais, mais tu peux pas te laisser submerger par les émotions et par tout ça. Ok. Justement, quel était pour toi le match qui t'a le plus marqué que tu as pu faire et un match qui t'a le plus déçu que tu as fait? Alors, c'est compliqué parce que c'est vraiment pas mal, mais est-ce qu'il y a un match qui t'a le plus marqué et un match qui t'a le plus déçu que tu as fait? Euh, Déçu, pas vraiment, parce que voilà, après, c'est du catch, donc des fois ça se passe super bien, des fois ça se passe moins bien, et après, voilà, c'est comme ça. Déçu, non, pas vraiment. Après, tu sais, je suis très perfectionniste, donc sur tous mes matchs, j'aurai quelque chose à dire et sur tous les matchs, je vais revenir sur un truc et je vais tellement me focaliser sur les erreurs et sur des petits détails comme ça que au final, je te dirais, ouais, c'était de la merde. Alors que non, mais moi, je le vois comme ça parce que je veux toujours que tout soit parfait. Euh, Après, un match qui m'a marqué, euh, je vais dire c'était mon 10e match, c'était avec Shana. Parce que après, forcément, j'en ai eu des meilleurs après parce que j'ai progressé et parce que voilà, avec Shana, j'étais mon 10e match, j'étais encore très green. Mais il m'a marqué parce que c'est la première femme catcheuse, que ce soit en France, en Europe, mais surtout en France, parce que je cachais pas énormément à l'étranger à l'époque. C'est la première catcheuse qui m'a vraiment pris sous son aile et qui m'a fait vraiment bosser en fait, qui m'a appris beaucoup, qui a joué son rôle de vétérante à 100% et qui n'était pas là en mode égo et t'es nouvelle alors tu vaux pas le coup. Elle était super pro, elle a été vraiment géniale et ouais ça m'a vraiment marqué.
Pas trop déçu d'ailleurs de son départ de la AEW. C'est vraiment quelqu'un que à chaque fois je remarque un peu qu'on oublie parfois, alors qu'en plus elle était du côté de la AEW. Pas trop déçu de son départ de là-bas. Bah franchement, si forcément je suis déçue parce que après je sais pas ce qui s'est passé, je n'en ai pas parlé, j'ai pas demandé, on n'a pas eu trop de contact depuis parce que après, voilà, chacune a sa vie à mener aussi privée et on s'est pas revu sur un show. Mais oui, forcément après je lui souhaite que du bien, tu vois, franchement j'étais contente de l'avoir à AEW, je voulais j'étais déjà là à me dire, ouais, j'aimerais trop qu'elle ait le titre, ce serait trop cool, c'est bon pour la France, c'est super pour elle, elle le mérite. Parce qu'il faut savoir quand même que, voilà, c'est une vétérante, ça fait plus de 10-15 ans, voire plus, je sais pas exactement, mais qu'elle est dans le circuit. Et elle a voyagé dans le monde entier, c'était la première Française à mettre les pieds au Japon. Elle a été à la TNA, elle a été partout, en fait. Donc, enfin, je veux dire, elle a bossé dur, elle a fait ses preuves. Et ouais, elle mérite que de réussir. Et d'ailleurs, je suis très contente pour elle qu'elle ait le match avec Mickey James là en juillet. Et ouais, non, franchement, après, c'est sûr, j'étais déçue pour elle en fait. Mais bon, on se dit que le meilleur reste à venir. Tu penses un jour l'avoir uniquement toi? Est-ce que tu penses un jour l'avoir du côté de la WWE? Est-ce que si la WWE ne tente pas le coup, ça serait vraiment du grand gâchis pour eux? Franchement, après oui, forcément, je pense elle a un talent énorme, donc il passerait à côté de quelque chose. Maintenant, comme je t'ai dit, on sait pas de quoi sera fait demain. Dans le catch, c'est difficile de prévoir quoi que ce soit, mais c'est vrai que forcément, ça me ferait plaisir de l'avoir dans une grosse promotion, dans une grosse entreprise, peu importe ce que ce soit WWE ou autre. J'ai vu lors d'une petite interview comme quoi tu étais très proche de Tom Laroufa. Quels sont les conseils qu'il a pu te donner Tom Laroufa, même si c'est vrai qu'il a certainement dû te donner beaucoup de conseils, mais les conseils qui t'a le plus marqué et que tu as pu appliquer par la suite? Oui, alors déjà, il faut savoir, ouais, avec Tom, c'est très particulier. C'est mon mentor dans le catch depuis que j'ai 14 ans. Donc bien avant que je commence, je lui avais écrit la première fois, il était encore à NXT. Euh, et de là, en fait, il m'avait répondu et il m'avait dit, continue la lutte, fais des titres, fais ce qu'il faut faire. Deux, continue tes études, forcément, parce que on sait jamais. Trois, bosse ton anglais, t'en auras bien besoin. Et si tu bosses pas anglais, t'auras rien. Si tu parles pas anglais, pardon, t'auras rien. Euh, quatre, va à la salle, bosse ton physique. Et en fait, tout ça, c'était les premiers conseils qui m'a donné et qui sont restés gravés. Après, il y en a tellement plein. Mais c'était les premiers et ceux que je donnerais à n'importe qui veut commencer le catch. Parce que tu vois, après, l'anglais, c'est devenu ma matière principale à l'école. Euh, et tu vois, je m'en sers tous les jours, que ce soit dans ma vie professionnelle comme dans ma vie privée. Après, forcément, le physique, et c'est pas que du physique, c'est aller à la salle, c'est déjà pour, oui, bien sûr, bosser ton physique, mais en plus de ça, protéger ton corps, pour les bumps et tout. Et la lutte, j'ai continué, ça m'a ouvert des portes dans le catch, ça m'a aidé énormément dans l'apprentissage du catch. Donc ouais, c'était vraiment les premiers conseils qui ont été décisifs, on va dire. Ok. Justement, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur un de tes voyages que tu as fait, une anecdote assez drôle dans les plusieurs pays où tu as été? Je ne sais pas, une anecdote que tu as, que tu n'as jamais peut-être dévoilée ou autre. Waouh. Une anecdote, après, je sais pas, il y en a tellement. Je veux te dire, toutes les fois où où je suis restée coincée dans les aéroports. Là, la dernière fois, c'était en Israël. Quand je suis revenue d'Israël, j'avais une connexion, une escale en Pologne. Mon premier avion avait du retard. Au lieu de rentrer à 11h30 du matin, je rentrais chez moi, il était 8h du soir. C'était des trucs comme ça, quoi. Et ça arrive tout le temps, en fait. Donc,
à chaque fois qu'on part sur la route, c'est une aventure. À chaque fois, on sait pas comment ça va se passer. On sait quand on part, on sait pas quand on revient. Euh, donc ouais, pour en trouver une en particulier, il faudrait que j'y réfléchisse pendant un moment. Mais ouais, c'est que des trucs comme ça tout le temps en fait. Peut-être parce que moi je sais que quand j'avais posé cette question-là, on m'avait dit que alors il y avait quelqu'un qui avait été dîner avec un catcheur qui l'aimait beaucoup. Est-ce que toi, pareil, t'as pu dîner avec un catcheur qui t'a le plus marqué ou quelque chose comme ça, non? Bah après, j'ai rencontré beaucoup de stars que je voyais à l'époque quand j'étais petite. J'ai rencontré Chris Masters, qui est super. Que j'ai revu aux États-Unis d'ailleurs, et qui m'a redonné des conseils, avec qui avec qui j'ai parlé pas mal. Carlito, il y en a eu pas mal des stars de la CMLL, Atlantis, au Japon. Enfin, ouais, en fait, à chaque fois, tu vois, le week-end dernier, c'était Tajiri. Euh, c'est à chaque fois, c'est un nouveau. Tu rentres dans un vestiaire, il y a quelqu'un, il y a des nouvelles personnes, il y a des, des noms plus connus, moins connus. Il y a vraiment tout en fait dans le catch et c'est ça qui est beau. Ok. Et ça t'a impressionné quand même de les voir tous ces catcheurs que tu voyais à la télévision? Ouais, forcément. Après, bah, comme dit, on reste pro et tout, mais c'est vrai que ça fait toujours quelque chose, tu vois, de te rappeler des moments où tu les voyais à la télé et puis là, bah, t'es dans le même vestiaire, quoi. C'est comme avec Tom, tu vois, genre, quand j'étais plus jeune, j'avais écrit la première fois, j'avais 14 ans. Et quelques années plus tard, on se retrouve sur les mêmes shows, on s'est retrouvés à faire une tournée au Pakistan ensemble. Là, tu vois, on a fait des stages ensemble. Et c'est ouf, tu vois. Il y a 10 ans, si tu m'avais dit ça, je t'aurais dit, ouais, non, ça ne pas. C'est un truc de fou. Mais ouais, c'est la beauté du catch. Justement, où tu te vois dans 10 ans? Quels sont tes projets pour le futur? Retourner à la WWE, on te le souhaite en tout cas minimum au moins jusqu'à NXT UK avec Amal et Artemis aussi qui était passé par là, mais minimum NXT UK. Est-ce que tu te vois aller plus haut que NXT UK? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Après, de toute façon, si on se voit pas, je pense que si on n'a pas des objectifs, de gros objectifs comme ça, c'est que, voilà, pas pousser plus loin, quoi. En fait, moi, je travaille tellement dur, je fais tellement de sacrifices que forcément, c'est pour aller plus haut. Donc, oui, ce sera repasser à la WWE, continuer à voyager dans le monde parce que il y a encore quelques pays que j'ai pas fait, même si j'en ai fait beaucoup. Et donc ouais, je veux voyager dans le monde entier, je veux catcher partout, euh, je veux un contrat, forcément, que ce soit VVE, que ce soit AEW ou autre. Ouais, je veux bosser partout en fait. Donc, En parlant de la AEW, tu as pu avoir des contacts avec eux ou pas du tout? Est-ce que tu as déjà eu des petits contacts ou pas du tout? Ou peut-être que tu peux pas nous le dire, hein, mais... j'ai eu des contacts avec l'AEW, mais on restera connecté par la suite. Ok, ça marche. Les petits suspens à venir. Justement, est-ce que tu as une catcheuse, toi, ou un catcheur qui t'a le plus impressionné quand tu étais petite? À la WWE ou dans une autre structure? Ouais, à l'époque, c'est celle qui m'a donné envie de faire du catch. Vraiment, c'était Victoria. Ok. Et parce qu'elle était vraiment unique, elle sortait du lot pour moi en fait. Et c'était une des femmes enfin, à laquelle je pouvais vraiment m'identifier parce que surtout que moi quand j'ai commencé à regarder, c'était l'ère des divas, tu sais, avec Kelly, Maria et tout ça. Alors, elles étaient super jolies et elles avaient des compétences athlétiques, on n'en doute pas. Mais au niveau du physique, tout ça, tu sais, blonde, super mince et tout, moi, je pouvais pas vraiment m'identifier à ça parce que j'ai jamais été super mince en mode Victoria's Secret. Donc, non, c'était vraiment, Victoria, elle était plus, tu sais, déjà body fitness, plus musclée, elle avait un autre style et pour moi, elle sortait vraiment du lot et ouais, c'était celle qui m'avait le plus marqué en fait. C'est quoi ton avis aujourd'hui sur la division féminine du côté de la WWE? Est-ce que tu es très contente d'ailleurs qu'ils peuvent avoir une mallette Money in the Bank, une ceinture, ce qui n'était pas le cas forcément avant, et même pareil des titres par équipe?
Ouais, franchement, c'est génial de voir l'évolution. Tu vois, si tu regardes il y a quelques dizaines d'années, il y avait un titre des divas, un titre de championne du monde et c'était tout. Et il y avait rien d'autre. Et il y avait pas d'autres stipulations de match enfin, c'était rare. Si à l'époque elles avaient fait un match hardcore avec c'est Trish et Victoria. Après, il y a eu d'autres matchs comme ça, mais c'était surtout c'était à l'époque ouais avec Trish, Victoria, Alita. Et après, pendant l'ère des divas, il y avait plus grand chose au niveau des stipulations de match et autres. Et là, ça a évolué dans le bon sens. On est quasi, même si, voilà, il y a encore du boulot, mais on se rapproche de ce que les hommes font. Donc, c'est pas mal. Maintenant, il faut continuer à bosser parce qu'il y a encore du taf. T'as un match, toi, qui t'a le plus plu à la WWE ou dans une autre structure? Bien entendu, hein, je parle de la WWE en termes de référence, mais peut-être que tu suis d'autres aussi structures. Est-ce que tu as un match qui t'a le plus marqué, toi, un match que tu pourrais recommander et un match qui t'a le plus déçu parce que bah, tu te dis, bah, je ne sais pas, enfin, ce pay-per-view-là, je l'ai pas trop aimé. Euh, je vais être honnête, ça fait un moment que j'ai pas vraiment regardé parce que j'étais sur la route beaucoup et tout, donc j'ai pas. Il y a pas mal d'épisodes que j'ai loupés. Mais comme dit à l'époque, moi, c'est ce qui m'avait le plus marqué parce que et je crois pas que j'étais encore, j'étais déjà. Je crois qu'elle l'avait fait avant que je regarde le catch, mais j'avais regardé sur YouTube et c'était le match hardcore avec Trish Stratus et Victoria. Il y avait, j'avais bien aimé aussi le match Michelle McCool contre Melina. C'était à Backlash, je crois. Et elle avait gagné le titre. Après, au niveau des matchs, enfin, je regarde aussi pas mal les hommes parce que je viens de la lutte et j'essaie de m'identifier et de trouver de l'inspiration, voilà, avec des gens qui viennent qui ont le même background que moi et il n'y a pas de femmes, il y a pas de femmes, que ce soit en Europe ou ailleurs, qui est le même background que moi et sur qui je puisse vraiment m'identifier et trouver de l'inspiration. Alors bien sûr, je trouve de l'inspiration dans plein de femmes talentueuses et de vétérans des rings et tout, tu vois. Je trouve que le match qui me marquait, c'était par exemple Kurt Angle contre Shawn Michaels, des trucs comme ça. Ok. C'était une fierté pour toi d'avoir une Française comme, j'allais dire comme Mila, mais non, c'est toi, mais comme Amal, du côté de NXT UK, comme Artemis aussi. C'est des fiertés pour toi d'avoir des gens que tu as peut-être connus dans le circuit? Bien sûr, bien sûr. Après, c'est sûr que je suis très, très contente pour Amal. Elle se débrouille très bien à NXT UK. On lui souhaite le meilleur. Artemis, pareil, il faut savoir, Artemis, c'était la première arbitre de l'histoire française, que ce soit homme ou femme, à avoir intégré la WWE. Donc ouais, c'est chapeau bas madame. Bien et bel esprit, comme dirait quelqu'un. Tu penses un Ouais, jour non. pardon, excuse-moi, tu penses un jour qu'on pourrait avoir Mila face à Amal à arbitrer pourquoi pas par Artemis du côté de NXT UK ou du côté de la WWE? Tout est possible dans le catch, hein, on sait jamais. Hein. Tout est possible. Ok. Alors là, c'est la question plus compliquée. Je suis désolé, faut poser une question compliquée. Quel catcheur, mort ou vivant, passé par la WWE ou non, souhaiterais-tu affronter si tu avais la possibilité d'affronter un catcheur ou une catcheuse aujourd'hui? Comme j'ai dit, Victoria, parce que c'est la femme qui m'a donné envie de faire du catch. D'accord? Euh, sinon, j'aimerais bien affronter Lufisto. J'aimerais bien affronter Meiko Satomura. Il y a pas mal de nanas au Japon que j'aimerais bien affronter, ouais. Comme Tam. Bea Priestley aussi, j'ai jamais eu de match avec elle et j'aime beaucoup son style. Natalia, j'aimerais bien l'affronter. Il y en a tellement, tu vois, que c'est vraiment Ah, c'est compliqué.
Je me doute, ouais, c'est très très compliqué. Est-ce que tu pourrais donner des conseils aux femmes qui nous regardent ou justement aux jeunes filles qui veulent suivre ton parcours? Quels conseils tu pourrais leur donner, toi, si, admettons, ils veulent devenir catcheuse ou catcheur? Comme je vais donner les mêmes conseils que Tom m'a donné quand j'ai commencé, et enfin quand j'avais 14 ans, que je l'ai contacté. Travaille à l'école, fais tes diplômes, entraîne-toi à côté, et je vous conseille d'avoir un background dans un sport de combat, ça aide beaucoup, et ça ouvre des portes aussi. Euh, Bosser l'anglais, l'anglais c'est pas négligeable. C'est soyez bilingue quoi à la fin, c'est un must-have. Euh, Aller à la salle, travailler votre physique, et c'est pas juste pour être voilà pour être musclé et être bien sur les photos, c'est aussi pour protéger votre corps, préparer votre corps au bump parce que vous n'êtes pas prêt. Euh, les premiers bumps ils font mal et ils donnent des migraines et tout, et, enfin ça dépend mais ils peuvent. Moi c'est ce que j'ai eu. Et pourtant, je venais de la lutte. J'avais l'habitude de tomber, mais voilà, le catch, ça fait mal. Donc, préparez-vous, préparez vos corps et ouais, bossez l'anglais à fond, à fond, à fond, à fond. Alors, on sait beaucoup hein, que le sport est très important dans le catch, notamment le cardio. Mais est-ce que tu penses, toi, l'arme la plus nécessaire, c'est l'anglais? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont du mal à parler anglais. Est-ce que c'est l'une des priorités que, quand même pour avoir un sacré palmarès dans le catch, hormis bien entendu après avoir le talent et autres, mais parler anglais, c'est important? Ah, c'est la priorité pour moi. Pour moi, c'est la priorité parce que si tu parles pas anglais, tu vas où à part la France? Oui. La Belgique et les pays où ils parlent français. Et ça, il y en a pas beaucoup, hein. T'as la Suisse, la Belgique et puis peut-être un autre, le Canada. Enfin, et encore pas tout le Canada, juste le Québec. Et c'est pas là où tu as les plus grosses structures et c'est pas là où tu as les plus grosses et les meilleures écoles. Donc, si tu as l'anglais, tu peux aller partout, tu peux parler à tout le monde, tu peux avoir des contacts, tu peux aller t'entraîner partout, tu peux faire plein de choses. Si t'as pas l'anglais, tu peux être talentueux comme tu veux, c'est compliqué. Parce que si on peut pas te parler, Ouais. tu sais, c'est beaucoup de relationnel aussi, le catch, hein. C'est beaucoup, que ce soit dans les vestiaires ou même avec les fans ou autre, tu vois, genre, à un moment donné, tu peux pas être une plante verte, tu vois. On t'a déjà beaucoup reconnu, toi, dans la rue. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, si, admettons, tu vas faire tes courses ou autre, est-ce qu'on te reconnaît ou est-ce que ça va pour ce genre de choses pour l'instant? Non, après, tu sais, on fait du catch, hein, on n'est pas acteur, Ah non, mais genre, toi, enfin, je veux dire, ça, encore une fois, je suis pas là pour dénigrer les autres personnes qui sont passées sur ma chaîne, mais toi, bah, quand même, t'as quand même le passage NXT UK, quoi, quand même. ouais, mais tu sais, nous, on nous connaît, il y a que les fans de catch ou ceux qui regardent le catch qui nous connaissent, tu vois. Après, tu sors dans la rue, on est des gens comme, enfin, on est nouveau des gens comme les autres, tu vois. Et je pense qu'il y a personne qui peut dire, ouais, peut-être ça t'arrive peut-être une ou deux fois parce qu'il y en a un qui t'a vu, je sais pas, qui regarde le catch souvent et qui t'a vu à la télé ou qui t'a vu sur un show ou qui t'a vu sur les réseaux sociaux et tout. Mais ça arrive pas tous les jours, tu vois. S'il y a quelqu'un en France qui dit, ouais, moi, on me reconnaît dans la rue, c'est un mytho, tu vois. Genre, non, il y a personne qui te connaît, en fait, à part les fans de catch. Donc non, après, oui, forcément, quand tu passes à la télé de temps en temps, on peut te reconnaître vite fait. Mais c'est vraiment des fans de catch, tu vois. À part ça, tout le monde ne regarde pas de catch, hein. Si tu regardes le pourcentage de gens qui regardent le catch, malheureusement, on espère toujours que ça continuera d'augmenter, mais c'est pas tout le monde. Donc voilà, ça peut arriver effectivement de temps en temps, mais c'est pas, voilà, pas tous les jours, quoi. Là, pareil, c'est aussi une question que je pose à tout le monde. Je suis désolé, c'est la question qui fâche, mais que réponds-tu, toi, aux gens qui te disent que le catch, c'est truqué? Je répondrais de monter sur le ring avec moi et de voir par toi-même. Parce que les bleus que j'ai et les coups que je prends et les bums que je prends, je peux te garantir qu'ils sont pas faux. Et puis, en plus, si je me trompe pas, je crois que tu t'es également pété le genou, quelque chose comme ça, je crois. Ouais, alors je m'étais pété le genou à la lutte. Mais ouais, après, je suis déjà pété le nez. J'ai déjà toutes les fois où rien que courir dans les cordes. Je te dis, le premier stage de ma vie que j'ai fait, j'avais des bleus, mais énormes sur les mollets, sur les cuisses, sur les fesses, dans le dos.
Rien que courir dans les cordes. Quand j'ai appris à courir dans les cordes. Donc rien que ça fait super mal si tu les prends pas correctement, si tu cours pas correctement dedans. Tu sais, chaque bump fait mal. Il faut savoir que c'est des planches de bois en dessous, hein, donc t'as pas énormément de tapis ou de trucs qui t'amortissent. Donc ouais, chaque bump fait mal. Les courir dans les cordes, tomber ça s'apprend, mais voilà, les coups ça fait mal aussi. Non, c'est pas du faux. Est-ce que toi, tu fais pas partie de ces catcheuses qui a l'occasion de vivre de sa passion? Est-ce que tu peux vivre du catch ou est-ce que tu as un métier sur le côté? Alors, j'ai pas de métier sur le côté. Alors, des fois, j'ai des petits boulots à droite à gauche quand j'ai le temps. Mais c'est pas ma priorité. En fait, je me suis dit, j'ai 24 ans et j'ai tout le temps du monde pour revenir à une vie normale et à un boulot normal. Le catch, ce sera peut-être pas pour toujours, donc j'en fais le maximum de ce que je peux maintenant. Et voilà, je mets tout dedans. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir le faire. C'est pas tout le monde a cette chance-là. Parce que c'est vrai que c'est pas facile, surtout sur ce circuit indépendant. Tant qu'on n'a pas de contrat, c'est difficile. C'est chaque mois est différent. Mais ouais, pour l'instant, c'est ce que je fais. Pour l'instant, tu arrives à tout gérer tout seul au niveau de de tes emplois du temps, je vais y arriver, pardon, ou alors tu as un manager qui te gère un peu avec toi. Non, c'est tout moi. C'est tout toi. Comme une grande fille. Ouais. Non, mais ça doit pas forcément être évident, être là, il serait à telle date là, je dois faire ça aussi. Non, mais en tout cas, c'est vraiment cool. À savoir, justement, on va terminer avec trois dernières questions. Et encore une fois, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Sans bien sûr, hein, te mettre à dos un pays, mais quel est l'endroit qui t'a le plus marqué, où tu as le plus aimé catcher, et un autre endroit où tu as le moins aimé? Un endroit où j'ai le plus aimé catcher, je dirais le Japon et les États-Unis. C'était vraiment particulier. J'ai adoré C'était un autre monde en fait. Et l'endroit où j'ai le moins aimé, où je retournerai pas, c'est la Jordanie. Ok. Et c'est pas par rapport au public ou autre, c'était voilà des problèmes Intéressant. backstage avec promoteur, booker, enfin, voilà l'équipe technique on va dire. Donc c'est plus la promotion en elle-même avec qui je travaillerai pas et qui m'a pas donné envie de retourner dans le pays en fait. Ok. Mais sinon non ouais, Japon c'était énorme, États-Unis c'était énorme. Après j'ai eu que des bonnes expériences à part celle-là. Donc non, ça s'est toujours très bien passé. Chaque pays est différent. Les UK aussi, c'est à l'Angleterre ou autre, le public est ouf. Donc ouais, non, c'est toujours cool. Alors, pareil, ça, c'est toujours des questions délicates. Il y en a qui souhaitent y répondre. Si tu ne veux pas y répondre, à ce moment-là, c'est pas grave, on passe à une autre question. Mais en tout cas, on m'a jamais fait passer cette question. Mais justement, est-ce que tu n'es pas choqué un petit peu, toi, de ce qui se passe parfois dans les coulisses du catch? Par exemple, on sait que, là, comme tu l'expliquais, toi, tu as eu des problèmes avec des promoteurs. Est-ce que ça, c'est des choses qui t'ont arrivé souvent? Alors, bien entendu, on va pas un peu expliquer ce qui t'est arrivé en Jordanie, mais est-ce que c'est des choses, toi, aujourd'hui, qui te choquent de voir cela, et est-ce que tu as un peu peur, on va dire, pour les gens qui te suivent? Non, pas vraiment. Après, tu sais, ça fait du bruit parce que certains postent des choses sur les réseaux et du coup ça fait du bruit, ça fait polémique. C'est cool, ça fait du buzz, ça fait des likes en plus et des followers en plus. Mais après, tu sais, ça fait partie du business, ça doit rester dans le business. S'il y a des problèmes, on les règle. Et au final, quand tu regardes, c'est partout pareil, tu vois. C'est dans le catch, ça se voit parce qu'on le poste sur les réseaux maintenant. Mais après, c'est dans toute entreprise, c'est comme ça, tu vois. Il y a des problèmes d'ego, il y a des gens qui se tirent dans les pattes, il y a des gens qui s'aiment pas. Euh, c'est des histoires que tu retrouves partout, en fait. Et après, effectivement, oui, pour certaines choses, c'est triste, ça devrait pas exister. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et ben, faut régler les problèmes là où ils sont. Mais pareil, encore une fois, sans citer
de noms. Est-ce qu'il y a des personnes, toi, qui t'ont le plus déçu que tu as pu travailler, par exemple, quand tu as commencé dans le circuit indépendant et comme tu es arrivé du côté de NXT UK, on a commencé à te tourner le dos, peut-être par jalousie ou autre. Bien entendu, on n'est pas là pour citer des noms, quoi que ce soit, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, bien sûr. Tu sais, pendant 5 ans, j'ai été voilà, il y a des personnes, une personne ou quelques qui a enrayé d'autres personnes qui m'ont fermé des portes et voilà, qui essayaient de me détruire, on va dire, dans le catch. Donc ça m'a fermé des portes en France. Après, tu sais, ça m'en a ouvert ailleurs à l'étranger et puis j'ai fait mes preuves et tu vois, aujourd'hui, j'ai des dates tous les week-ends et ça m'empêche pas de faire ce que je fais et ce que j'aime. Après, oui, forcément, tu sais, je pense que tous, on a tous vécu ça, que ce soit par des hommes, des femmes, des problèmes d'ego, de la jalousie, des trucs. Ça n'a pas fait plaisir à beaucoup de monde hein, dans le circuit français quand j'étais à NXT UK, ça je le sais. Du côté des workers, après voilà, tu vois, tu fais ton truc et tu te focalises sur ceux qui sont là et qui te veulent du bien, et puis le reste, t'en fais pas de cas, tu vois. Et encore une fois, c'est partout pareil. Tu sais, dans chaque entreprise, tu vas au bureau, il y en a un, il a une promotion, les 3 quarts de ses collègues, ils vont lui sourire, mais ils vont lui faire des sourires, mais ils vont pas être contents, tu vois, ils vont cracher et ils vont être jaloux. Donc c'est juste, voilà, c'est comme partout pareil en fait. Ça t'est déjà arrivé, toi, de refuser des structures parce que tu connaissais pas assez d'informations sur la personne? On sait qu'en France, tout le monde, malheureusement, peut ouvrir une école de catch. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé qu'on te contacte, qu'on te dit, voilà, Mila, j'aime beaucoup ton parcours, on te souhaite de devenir donc dans notre structure. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser parce que, voilà, tu ne connaissais pas la personne ou quoi que ce soit? Non, pour l'instant, j'ai pas eu ce genre de soucis. J'ai jamais refusé de date pour cette raison. Les dates que j'ai refusées, c'est parce que j'étais déjà bookée. Donc, mais sinon, non, pour l'instant, j'ai pas, j'ai refusé certaines dates, oui, avec une certaine structure à une époque parce qu'il y avait des soucis Oui. avec une personne. Et voilà, quand cette personne-là en question m'avait contacté, j'avais refusé voilà, parce que Je pense savoir de quoi tu parles, on dira. être affilié à ça. Maintenant, il ne fait plus partie de l'équipe dirigeante, donc c'est différent. Donc, s'il me recontacte, il n'y aura pas de souci. Mais c'est vrai qu'à une certaine époque, voilà, c'était plus compliqué. Maintenant, je suis pas, comme je le dis toujours, je punirai pas une structure pour l'effet d'une personne. Donc, si cette personne est en dehors de la structure ou après du recul par rapport à tout ça, voilà, il y a toute une structure qui doit fonctionner, qui doit continuer d'avancer, qui doit continuer de grandir. Parce que si à chaque fois qu'il y a un problème avec une personne, on ferme la structure, on va plus avoir grand-chose en France, je peux te le dire, ou en Europe. Mais voilà, faut se focaliser sur qui est bon, qui reste et le faire évoluer dans le bon sens et le faire grandir. Ok, on va juste terminer avec la dernière question, puis encore une fois, merci à toi Mila d'avoir accepté mon invitation. On sait que prochainement on peut te retrouver du côté de Aya pour ce stage, mais où on peut te retrouver d'autres? Est-ce que tu as d'autres dates à nous donner, peut-être en France ou quoi que ce soit pour un autre show? Alors en France, pour l'instant, il y a la date, le stage avec Aya. Et puis sinon, faudra regarder du côté de l'Allemagne avec Unlimited Wrestling, GWF et deux structures à l'étranger avec Glam et tout ça. Okay. Et la suite au prochain numéro. Numéro, exactement comme disait Christophe. Non, c'est Philippe. Oui, c'est ça. Oui, juste. Oh là là. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview. Je vais juste te laisser le mot de la fin avec ce que tu veux. Si tu as une promo pour tes réseaux sociaux ou autre, c'est ton moment. Oui, déjà merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Et oui, si vous voulez me suivre, suivre mes aventures, suivre ma carrière, c'est Mila Smith, très simple, sur Instagram, Twitter. J'ai un TikTok aussi que j'ai créé récemment. Donc, si jamais. Mettra tout dans la voilà. C'est ça.
Ok, ok. Bon, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette interview. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Et puis, je remercie encore une fois Mila pour avoir accepté cette interview. Allez, moi, je vous dis à plus Merci à tard. toi. Bye tout le monde.